tous, merci de nous retrouver pour la première de Roue Libre cette saison. Un nouveau plateau, une nouvelle DA, mais les hommes, eux, ne changent pas. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve tous et que je retrouve mes deux compères qui sont là, qui ne bougent pas, avec Paul Harrer qui garde le sourire malgré une première saison qui va se dérouler, les amis, sans Thibaut Pinot. Mais ça y est, il est là, souriant comme tout. Comment ça va, mon Polo ? Ça va très bien, Jeff. Je suis tellement heureux, les gars, de vous retrouver, de retrouver ce plateau et de retrouver Roue Libre sur YouTube. Franchement, je veux partager ça avec nos suiveurs. Je suis en joie, mais tellement en joie, c'est impressionnant. J'en tremble presque, donc je suis content. Et ça me fait oublier, comme tu le dis, Jo, l'absence de Thibaut Pinot cette année, qui est triste, qui se fait ressentir, mais sur lequel on doit passer outre. On doit passer outre. Bah, on n'a pas le choix de toute façon. Et en face de toi, ça ne change pas. Tu auras toujours la même solide adversité, Polo, dans nos débats. Dans les quiz surtout. Dans les quiz. Le débat, dans les quiz. Plus des quiz. Dans les débats, ça va. Dans les quiz, j'ai tendance à un peu plus morfler quand même. Du coup, on en fait un peu moins. C'est une demande du rédacteur en chef. Exactement. Avec lui, du coup, Romain Vatrin, un cabri, un flandrien qui aime beaucoup le vélo en noir et blanc, mais qui, heureusement pour nous, regarde le vélo en couleur. Comment ça va, Romain ? Ça va très bien. J'aime beaucoup ce nouveau studio, ce petit setup qu'on a là. En plus, je peux vous toucher, vous n'êtes pas trop loin. J'ai pas envie de te toucher, moi. Garde ta main. Moi, je peux porter plainte, mais c'est pas grave. Non, voilà, j'aime bien. Je suis très heureux d'être là aussi. Et on s'était quitté, du coup, les gars, il y a 5 mois. Il y a 5 ans, j'allais dire. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait une émission en plateau. Si, on avait fait pour la... Thibaut Pinot gagnait presque le Tour de France. Oh la vache. Et le lendemain, je faisais une émission où on commençait assis par terre. Je sais pas si vous vous souvenez de cette émission qu'on avait fait. Quand le lendemain de son abandon. Il l'a fait tout seul. J'avais le Bob Cochonou et j'étais assis par terre dans la régie à Webedia. T'as raison. C'était une autre il y avait époque. des petits happenings. Hein. Il y avait du happening. Il y avait des idées. On était jeunes. Il y a pensé pour aujourd'hui. Il a voulu mettre une casquette Cochonou. On lui a dit non, fais pas ça. Elle est restée sur le canapé là-bas. Méfie-toi, elle est pas loin. Elle est pas loin du tout. Elle est pas loin. On s'était du coup quitté il y a 5 mois sur un exploit, c'était celui de Tadej Pogačar sur le Tour de Lombardie, et on se retrouve du coup 5 mois plus tard sur un autre exploit, celui de Tadej Pogačar, mais cette fois sur les Strade Bianche, alors que Polo nous a mis une belle casquette. Ça, j'aime beaucoup cet esprit. Ça fait sortir tes oreilles. C'est vraiment... c'est gentil, les gars. Merci pour la force. Donc on va bien évidemment parler avec ce joli Polo de Tadej Pogačar sur les Strade Bianche, et on va aussi évoquer un premier sujet qui fâche, qui nous fait mal, mais il faut se poser la question. Et ouais, il faut se poser la question de Julien Alaphilippe, qui vit un début de saison compliqué, et même une année dernière compliquée, des derniers mois compliqués. Il s'est fait attaquer par son manager, Patrick Lefebvre. Et voilà, on va se poser les questions et savoir est-ce que oui ou non, il a encore un avenir dans ce vélo, ou est-ce qu'il est tout simplement terminé, Julien Alaphilippe. Et on évoquera aussi Lenny Martinez, Benoît Cosnefroy, Juan Ayuso, qui sont d'autres coureurs qu'on aimerait évoquer durant cette première émission. Voilà, j'espère que vous êtes bien assis, que vous nous écoutiez via le YouTube de FT Sport, à laquelle chaîne vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi liker pour permettre à l'émission de remonter un petit peu sur YouTube. Et vous pouvez aussi nous écouter en podcast. Peut-être que vous nous écoutez en podcast. On est dispo sur toutes les plateformes, Polo. Hein, tout à fait. Depuis quelques mois maintenant, on met tous les contenus First Team et FT Sport sur nos podcasts. Il y a eu la première des pistonnés hier, si vous voulez. Et l'émission Roue Libre que vous regardez là sur YouTube est disponible également en podcast à l'heure où on se parle. Voilà, plutôt sympa dans la voiture, notamment quand vous pouvez pas regarder la casquette de Polo. Et des fois, c'est pas plutôt une mauvaise nouvelle. Voilà, vous avez le sommaire de l'émission, la première de Roue Libre. C'est parti avec un focus, et on va parler de Tadej Pogačar. Allez, on va commencer du coup par ces Strade Bianche qui nous ont réservé un exploit, celui de Tadej Pogačar, qui a largement gagné devant Tom Skuijns. On va regarder ce top 10. Tom Skuijns du coup qui se place deuxième à plus de 2 minutes, et c'est Max van Riels qui termine troisième, le coureur de la Lotto. Thomas Pidcock, le vainqueur de l'an dernier, termine quatrième. Matej Mohoric, qui était l'un des favoris, a été plutôt discret, mais au final il se place quand même à la 5e place. On a 3 Français dans le top 10. Benoît Cosnefroy, dont on va parler en fin d'émission dans les bonifs, Lenny Martinez, dont on va aussi parler, qui est 8e, et Christophe Laporte qui fait une belle 10e place. À noter aussi les présences de Davide Formolo et de Filippo Zana dans ce top 10 des Strade Bianche. Donc Tadej Pogačar qui nous a réservé une attaque plutôt inattendue quand même, parce que 81 km on s'y attendait pas, malgré le fait qu'il en ait parlé juste avant la course. Polo, est-ce que toi quand même tu
t'attendais, peut-être que tu as vu ou pas son interview d'avant-course quand il dit je vais attaquer à 80 km de l'arrivée dans le Monte Sainte-Marie. Mais est-ce que tu t'attendais à une telle démonstration de la part de Tadej Pogačar? Oui, je m'attendais à une telle démonstration de Tadej Pogačar pour deux raisons. La première, c'est que c'était l'épouvantail terrible de cette course, que pour moi, quand je regardais la start list, je voyais pas qui pouvait l'inquiéter, même si c'était un Tadej Pogačar en reprise, même si on pouvait se demander avec quel niveau de forme il allait arriver, etc. Ça reste Tadej Pogačar, et à l'heure actuelle, dans ce peloton, il y a des coureurs qui sont au-dessus. Il y a une caste de 5, de 6 coureurs, on pourra les citer si vous voulez, on pourra débattre sur certains noms, mais Pogačar fait partie de cette caste. Et s'il n'y a pas l'un de ces 4 ou 5 coureurs avec lui pour essayer de le perturber sur une course, eh ben il la gagnera. C'est une constante qu'on voit depuis maintenant des années. Alors après, dans cette attaque à plus de 80 km de l'arrivée, moi, je croyais pas qu'il allait attaquer de si loin. Ça, pour le coup, c'est une réalité. Mais à partir du moment où il l'annonce, comme je vous l'ai dit, il y a 4 ou 5 coureurs dans ce peloton qui sont capables de faire ça. Et Pogačar en fait partie. Donc à partir du moment où il l'annonce, soyez vigilants, les adversaires, et même nous, les suiveurs. On sait que, en plus, la diffusion télévisée venait de commencer. Quand c'est annoncé comme ça, il faut suivre. Et je pense que ceux qui se sont mis directement sur Strade Bianche ont bien fait de suivre, parce que à partir du moment où un Tadej Pogačar... Pour nous, il fallait suivre, nous, les observateurs. Il fallait suivre. Parce que les mecs sur le vélo... Pour les mecs sur le vélo, on en parlera peut-être plus tard dans ce débat, mais c'est une autre paire de manches. Je préférais suivre ça à la télé, moi, personnellement, surtout à ce moment-là. Mais oui, voilà, il fait partie de ces coureurs extraordinaires du peloton. Il y avait une adversité qui était un peu plus faible cette année sur Strade Bianche. Donc non, de voir ce qu'il a fait là, ça ne m'étonne qu'à moitié, voire pas du tout. Ouais, choqué par cette perf, toi, Robin, de ton côté. Quand même. En fait, je rejoins Polo sur le fait que je m'attendais à ce que Tadej Pogačar il gagne les Strade Bianche, ça oui, pour la même raison que Paul. Il n'y avait pas un autre extraterrestre au départ, et on sait que dans ces cas-là, ça fait 2 ans qu'on le voit à peu près partout. Quand il y en a que un sur les 6, pour moi les noms ils sont très clairs. Pogačar, Vingegaard, Van der Poel, Van Aert. J'ai le temps de réfléchir pendant que je parlais, parce que je voulais pas en oublier, moi. J'avais peur de l'oublier. Donc, à mon avis, c'est ces 6-là, avec Roglic et Vingegaard qui sont un peu plus sur les grands tours, mais on a vu Roglic aussi sur les classiques parfois. S'il y en a que un sur les 6, franchement, c'est quasi course gagnée, et j'adore Tom Pidcock, mais malheureusement, il n'est pas encore dans cette catégorie-là. Et donc, Tom Pidcock, c'était peut-être le plus gros nom derrière Tadej Pogačar, mais on sait que ça suffit pas pour aller titiller Pogačar. Donc, franchement, je me doutais qu'il allait gagner. Après, attaquer à 80 bornes, non, parce que on le voit jamais quand même. Il faut dire que c'est un truc absolument anormal. Même aussi fort soit-il, en fait, Pogačar, on a l'habitude de le voir sortir et faire des numéros en solitaire, mais généralement, c'est 30-40 km. D'ailleurs, on a pris depuis 2005, on a un tableau qui récapitule le top 4 des échappés depuis 2005 sur les courses d'un jour, parce que aussi il y a eu des échappés, notamment sur les grands tours, on pense notamment à Chris Froome. Mais voilà, le deuxième exploit, c'est celui de Philippe Gilbert sur le Ronde 2017, où il part quand même à 56 km de l'arrivée. Monstrueux quand même, hein. On ne cessera de le dire. Tom Bonnen qui est à 53 km sur le Paris-Roubaix 2012, et sur à travers la Flandre, Van Baarle qui était parti à 52 km. Robin évoquait un exploit merckxien quand on en a parlé sur Winamax, Polo. C'est vrai que ça rentre dans ce genre de casque, de trucs qu'on imaginait presque plus possible dans le vélo moderne. Je sais pas, parce que comme ce qu'on s'est dit avec Robin depuis tout à l'heure, ils rebattent les cartes, ces coureurs. Robin les a cités, Pogačar en fait partie. Ils ont rebattu la manière de courir ce cyclisme au XXIe siècle, notamment depuis le début des années 2000, où on avait vraiment un autre style de course et de coureur, un autre style d'adversité, un autre style de concurrence, avec des courses quand même beaucoup plus relevées, beaucoup plus ouvertes. J'ai quand même l'impression que maintenant, et je vais pas paraphraser ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, quand ces coureurs-là sont sur une course, il peut tout se passer. Il peut tout se passer. Mais tu vois, dans cette liste, il y a Remco Evenepoel et les deux fantastiques chevauchés qu'il fait sur Liège-Bastogne-Liège ces dernières années, mais ça pourrait rentrer aussi là-dedans, sachant que Liège, c'est aussi une course hyper compliquée. Voilà, ces coureurs-là, ils nous ont déjà montré qu'ils sont capables de faire ce genre de choses. Alors peut-être que le step de partir 20 km, 30 km de plus que les grosses échappées qu'on a vues sur ce 21e siècle, peut-être que ça peut choquer ou surprendre. Entre 50 et 80, c'est quand même pas la même chose. Ça dépend du profil, et ça dépend aussi de l'adversité. On est sur un profil qui correspond parfaitement à Pogačar, qui l'a déjà montré, et sur une adversité qui était T'as raison, assez faible. Mais d'habitude, on a quand même des mecs qui, même s'ils savent qu'ils sont une jambe au-dessus, ils vont un
un peu plus jouer la sécurité et ils vont partir à 30-40 km de l'arrivée. Par exemple, si on prend Remco Evenepoel l'année dernière sur Liège-Bastogne-Liège, il est super fort. Pogačar abandonne sur chute. Il sait que personne ne va pouvoir lui titiller sur Liège-Bastogne-Liège. Bon, bah, il part à 30 km. Franchement, moi, 80, ça m'a quand même choqué parce que on ne voit jamais ça. Et on voit dans cette liste-là, Tom Bonnen, pour moi, c'est pas un hasard. L'époque Bonnen-Cancellara, c'était quand même une époque où ils surdominaient les classiques flandriennes et ils ont tous les deux fait des raids d'une 50aine de kilomètres. Mais c'était très rare et ça se cantonnait à 2-3 courses. Moi, ce qui m'a particulièrement choqué, la différence entre, par exemple, dans le tableau qu'on a vu, Gilbert, Bonnen, Van Baarle, c'est que ce sont des coureurs qui, avant de faire ces exploits-là, avaient quand même eu 3-4 courses, en fait, juste avant pour préparer. Aujourd'hui, Tadej Pogačar, il a repris sur sa saison, Paul, sur les Strade Bianche. C'est-à-dire que ces mecs-là, en fait, aujourd'hui, pour réaliser des exploits, ils n'ont plus nécessairement besoin de se présenter en compète. Ils sont tout de suite largement au-dessus des autres. Mais après t'avais Pogačar, il était pas dans son canapé en train de jouer à World of Warcraft depuis 2 mois, tu vois. Donc, aller sur des compètes. Et c'est pas Tadej Polar Air. C'est pas Tadej Polar Air. Mais moi, je fais du sport aussi. Mais bon, si Pogačar avait passé ses 2-3 premiers mois de cette saison à faire du basket comme moi, peut-être qu'il aurait été moins bon sur le vélo. Mais c'est pas la question. Tu vois. Il y a plus besoin de se rassurer en compète. Ces mecs-là, là où je te rejoins, Joseph, c'est que il y a ces coureurs-là, et on peut s'en inquiéter ou pas. Je pense que ce sera un débat qu'il faudra avoir si cette tendance se confirme. Il y a plus de pic de forme, il y a plus de je suis en forme sur cette course mais pas sur celle-là. C'est pas nouveau ça. C'est pas nouveau, mais ça, ils ont quand même banalisé ça. Je pense à Pogačar et à Vingegaard notamment. C'est nouveau, on va dire quand même depuis la présence de ces mecs-là. On va dire que depuis on peut dire, tu vois, dans les années 2010, ça fait bien 5-6 ans, je pense que, oui, voilà, que ça a disparu. Quoi, voilà. J'appelle ça une ère moderne. Il y a quand même, notamment chez ces grands champions, on parle des coureurs par étape ou des coureurs de classiques. Hein, je mets toujours ce même petit groupe de 5 ou 6 coureurs dans le même lot. Mais il y a plus de, comme je dis, il y a plus de pic de forme, il y a plus de j'arrive sur une course pour me préparer pour celle-là. On peut discuter de Vingegaard l'année dernière sur Paris-Nice, mais voilà, Vingegaard est quand même au contact des meilleurs sur Paris-Nice et pas loin de gagner non plus. Il se trouve que ces mecs-là gagnent dès leur première course. Il y a un paquet de mecs qui ne gagnent pas dès leur première course, mais en fait ils gagnent pas parce qu'ils sont moins forts, mais ils arrivent quand même quasiment au top. Christophe Laporte en parlait récemment, il gagne pas parce qu'il fait pas partie de ces 5-6 noms-là, de ces 6, moi j'en mets 6 extraterrestres, disons, mais il est dans la catégorie juste en dessous. Vingegaard a gagné sur le Grand Camino, Evenepoel a gagné sur le Tour de l'Algarve. Là on peut dire que c'est des courses un petit peu plus secondaires quand même. Mais c'est leur première course à laquelle ils ont participé et où ils ont gagné. Quoi. Mais un Christophe Laporte qui ne fait pas partie de ces... Parce qu'on a tendance à dire, avec ces extraterrestres-là, c'est devenu comme ça. Mais pour moi, c'est généralisé à l'ensemble du peloton, quasiment. Un Christophe Laporte, il explique bien que dans son programme, il n'y a pas de course de préparation. Toutes les courses, c'est des objectifs. Et la première course à laquelle il participe, au week-end d'ouverture, il y a de ça une dizaine de jours, c'est déjà l'objectif, c'est déjà de gagner. Il n'est pas en mode rodage, je dois faire des kilomètres, je me prépare un petit peu en pensant à Roubaix et au Tour des Flandres. Non, ça n'existe plus pour ces mecs-là. Et là, pour le coup, autant je voulais pas les séparer, mais là, autant on peut séparer les coureurs de grand tour, que sont Vingegaard qui démolit le Grand Camino, que ce soit Pogačar, que ce soit Remco Evenepoel, des coureurs comme Wout van Aert, comme Christophe Laporte, qui eux doivent répondre dès le Het Nieuwsblad et Kurt Bussen-Kern. Tu vois, là, Oui, mais avant, ces mecs-là, ils allaient reprendre à la Marseillaise, Bessèges, un peu tranquillement, ils montaient en puissance avant le week-end d'ouverture. Et puis même le week-end d'ouverture, c'était pas nécessairement un objectif en soi, c'était de la préparation encore. Parce que les courses flandriennes, elles arrivaient 2-3 semaines plus tard. Aujourd'hui, il y a plus vraiment de préparation. Il y a plus de préparation, même quand t'es pas un de ces 6 extraterrestres, même quand t'es dans la deuxième catégorie de cette hiérarchie, ou même encore plus bas, t'arrives au top sur ta première course parce qu'il y a plus le temps de se dire j'arrive au mois de février tranquillement, je suis encore qu'à 80% et peut-être que je serai à 100% au mois d'avril. Les mecs qui font ça, malheureusement, souvent ils ont du retard toute la saison. À quelle valeur accorder à cet exploit? On va rester sur la statistique du 80 km, mais en fait quand on compare en fait aux autres les gars, et notamment à Bonnen sur Paris-Roubaix, on est clairement dans un exploit où il y a moins d'adversité, où ce n'est pas un monument, mais est-ce que quelle valeur en fait accorder à cette stade de 80 km? Ça va rester quand même parce que c'est quasi 30 km de plus que le deuxième de ce classement. C'est quand même assez énorme. Les Strade Bianche, c'est pas un monument, mais c'est quand même une classique très importante. Pour moi, ça va rester. Après,
Je pense pas qu'on rentre dans une compète de Evenepoel ou Van Der Poel qui essaye de faire la même chose ou voire mieux sur d'autres courses. Je pense pas que ce soit un objectif et je pense pas que quand Pogacar attaque les 80 bornes, ils se disent je veux taper un record et marquer les esprits en faisant 81 km d'échappée solitaire. C'est juste que ça va être un truc qui va rester très longtemps parce que on est tous conscients que c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement. Et si tu prends les saisons passées, ils étaient déjà là, ces mecs-là, les Pogacar, Van Der Poel, et ça n'était pas arrivé. Donc on va le prendre à mon avis comme une perf exceptionnelle avec toute la nuance qu'il y a parce que on dira toujours quand on dira Pogacar a fait 81 km, oui, mais il n'y avait pas Van Aert, Van Der Poel, Evenepoel, etc. Ce sera toujours la petite astérisque qu'il y aura à côté parce que s'ils avaient été là, il n'y aurait sûrement pas 80 km en solitaire. Mais moi, je suis d'accord avec Robin, le chiffre, il va rester. Autant j'étais pas plus surpris que ça, autant ça reste un exploit. Il y a les 81 de Kobe et les 81 de Poggi. Les 80 de Kobe, maintenant on a les 80 de Poggi. Bravo. Ça reste un exploit hyper impressionnant. Beaucoup de gens ont parlé sur les réseaux sociaux d'un manque de panache ou de quoi que ce soit, mais vous vous rendez compte du panache que c'est quand même de tenter d'attaquer à un manque de panache de la part des concurrents. Non. Du panache qu'a Tadej Pogacar d'attaquer aussi loin. Il y en a qui disaient c'est pas du panache parce qu'il est tellement fort que ça lui coûte pas de... En tout cas, il prend quand même un risque. Alors c'est soit du panache, soit du cynisme, mais moi j'ai plutôt envie de voir le verre à moitié plein pour l'instant. Mais le chiffre est tellement impressionnant qu'il va rester dans l'histoire. Et les absents, ils avaient qu'à être là parce que du coup, c'est pas le problème de Tadej Pogacar. Peut-être qu'il aurait couru différemment s'il avait un Mathieu Van Der Poel à côté de lui, parce que je pense qu'à l'heure actuelle sur ce type de course, il y en a qu'un qui peut l'inquiéter, surtout avec le début de saison et l'hiver de cyclocross qu'il a fait. Pour moi, c'était Mathieu Van Der Poel, mais bon, faut qu'il se repose un peu quand même parce que lui, contrairement aux autres, il a quand même des pics de forme très marqués. Tant qu'il n'y a pas ce type de coureur face à Pogacar, Pogacar sera pas inquiété. Pogacar fait ce qu'il veut. C'est pour ça que certes le chiffre va rester parce qu'il est impressionnant, mais voilà, la lecture elle peut être différente et je peux comprendre qu'on puisse se poser la question. La lecture se fera aussi par rapport à l'adversité. Alors l'adversité, elle a clairement rendu les armes, mais à voir après si elle a rendu les armes. Je vais vous poser la question, mais on va regarder une déclaration de Thomas Pidcock. Alors je devais la jouer un tout petit peu plus tard, les gars. Donc Thomas Pidcock après l'Estrade Bianche qui dit quand il attaque, on se dit un peu what the fuck. Avant déjà c'était plein gaz. Il a attaqué et pour être honnête, nous avions l'impression d'être dans le groupe Eto. Il n'y avait que des cadavres partout. Est-ce qu'en regardant la course, que ce soit les Ineos ou les Visma Leasebike qui sont un peu passés à côté, vous vous êtes dit, bon certes Pogacar est monstrueux, mais derrière on a trop facilement pensé à la deuxième place. Ouais, mais je pense que c'est naturel. Et Tom Pidcock, moi, je peux pas lui en vouloir parce que sur des courses l'année dernière, il a essayé d'être ce mec-là qui prend la route Tadej Pogacar. Je me rappelle de l'Amstel Gold Race. Pogacar, il part. C'est avec Remco sur Liège aussi. Oui, pour moi, il a agi différemment. Sur Liège, il a su à un moment dire c'est trop fort pour moi, j'arrête et je vais faire 2. Sur l'Amstel, il a failli perdre le podium en voulant suivre Tadej Pogacar. Pogacar, je crois, part à 70 ou 80 km, pas tout seul au départ. Il a d'abord Pidcock avec lui, et en fait, Pidcock se fait sauter le caisson en voulant suivre Tadej Pogacar. Et derrière, il se fait manger par Ben Illy, et il est pas loin de perdre le podium sur l'Amstel. Je me rappelle plus qu'il fait 4, mais il est pas loin de se faire manger. Et je pense que ce jour-là, il a compris que en essayant de suivre Tadej Pogacar coûte que coûte, il se mettait trop dans le rouge et il risquait de tout perdre. Alors là, sur l'Estrade Bianche, il se trouve qu'il s'est un petit peu loupé parce qu'il fait 4 aussi. Il a expliqué qu'il était sans doute parti un peu tard dans le final pour rattraper Skuins et Van Gils. Mais je pense qu'il a géré en se disant 80 bornes, là, je peux pas y aller. Si j'y vais maintenant, dans 30 bornes, j'explose et je Vous n'êtes pas un peu déçu d'ailleurs globalement du niveau de Thomas Pidcock qui aurait pu être en fait entre ces extraterrestres que sont ces Evenepoel, Pogacar, Vingegaard, Van Der Poel, Van Aert et Tom Skuins. Mais là, il n'est pas entre les deux. Ouais, mais là parce que c'est tactiquement, il n'a pas joué, je pense, de la meilleure des façons. Tu penses que foncièrement, il est plus fort que ce qu'il a montré, ouais. En tout cas, il est le deuxième plus fort de cette course, je pense. C'est juste que tactiquement, il se fait avoir par Skuins et Van Gils. C'est bien joué. Il se fait avoir dans une course qui était compliquée aussi. C'était une course sans repère sur des Strade Bianche qui était beaucoup plus longue que les précédentes. Et dans cette interview, Thomas Pidcock en parle aussi. Ils étaient déjà tous morts au moment où Pogacar attaque. Ils sont à la rupture tous. Et il dit il y a beaucoup de monde qui a joué comme si c'était l'ancien parcours, comme s'il restait 50 bornes alors qu'il en restait 80. Et lui, en tête, il avait ce truc-là qui l'a fait un peu évoluer sur sa stratégie. Et je pense que
beaucoup de gens manquaient de repères, et c'est pour ça que, alors, on pourrait sur notre canapé reprocher à la Visma Lease a Bike beaucoup de choses. On pourrait reprocher aux adversaires de Pogacar ce qu'on veut. Je pense que entre l'attaque nucléaire de Pogacar à un moment où tout le monde était à fond, et en plus le manque de repères sur le nombre de kilomètres restants par rapport aux années précédentes, notamment pour un Thomas Pidcock qui a remporté cette course, il fallait s'adapter, ajuster un peu tout ça, et je pense que ça n'a pas été simple. Donc ça a été un concours de circonstances, je pense, pour Pogacar, qui était le plus fort, qui attaquait de loin. Et je pense que derrière, il a profité de mecs qui ont un peu paniqué pour X ou Y raison, déjà parce qu'ils étaient cramés, qu'ils avaient peur d'en faire trop par rapport à leurs adversaires, que ça commençait déjà à jouer le podium plus que la victoire, et par le fait de cette longueur de course qui n'était pas habituelle sur les Strade Bianche. Donc je pense que c'était un peu compliqué pour eux derrière. Qui tu voulais voir suivre Pogacar? Tu dis Pidcock. Pour moi, il n'est pas dans la même cour que Tadej Pogacar. Non, justement, c'est ça. Mais après, c'est là-dessus que je voulais aussi rebondir. S'il y a un Van Der Poel et qu'il n'y va pas, tu peux dire pourquoi il n'y va pas. Mais là, Pidcock, et c'est pas lui en vouloir, parce qu'à un moment, on s'est dit, oh là là, il est un peu comme Van Aert, il est un peu comme Van Der Poel, il est bon en VTT, il fait du cyclocross, sur la route. En plus, ses premières sorties, elles sont intéressantes. Il va gagner des classiques, il va gagner des étapes du Tour de France. En fait, il est comme les autres. Non, Pidcock. Et je pense que le premier frustré de ça, c'est lui. Mais Pidcock est un deuxième échelon. On parlait des 5, des 6 fantastiques. Il est juste derrière. Voilà, il est dans le top 10 mondial. Mais il est pas dans les 5, à chaque fois qu'il participe à une grande course du peloton, il y a l'un de ces mecs qui lui fait la nique. Comme à chaque fois qu'il participe à une course de cyclocross, finalement, et ça, on l'a vu tout l'hiver, face à Van Der Poel notamment, parce que Van Aert était plus ou moins de son niveau. Il y a toujours un mec de ce. Puis la tactique pour lui, à la limite, ça aurait été d'attaquer plus tôt que Tadej Pogacar, mais là, ça devient compliqué quand le mec attaque à 80 km. Mais regarde les Strade Bianche 2023 que Tom Pidcock remporte. Il attaque à 50 km de l'arrivée, mais le scénario, il est complètement différent derrière. Il a une poignée de secondes d'avance. Il est quasi repris à une dizaine de kilomètres de l'arrivée, il a moins de 10 secondes d'avance et il va gagner, mais de justesse en fait. Et c'est un numéro exceptionnel, mais où il y a eu un suspense de dingue jusqu'au bout. Alors que Pogacar, il part 10 minutes après, le suspense il est plié parce qu'il a pris une 30 d'avance. Donc Tom Pidcock, il est comme Christophe Laporte, comme Mats Pedersen et peut-être un ou deux autres coureurs, il est à un deuxième échelon derrière les 6 extraterrestres, et malheureusement il est un peu le cul entre deux chaises, parce que parfois il a l'impression qu'il peut jouer avec eux, et sur l'Amstel l'année dernière il a pensé qu'il pouvait jouer avec Pogacar et ça ne l'a pas fait. Et on parle de hiérarchie, on y revient l'année dernière sur la Strade Bianche, il y a aucun des 5 fantastiques, ou du moins j'ai pas souvenir au niveau de chute, etc. Et tu bats Valentin Madouas, tu bats Rui Costa, je crois, mais c'est ça le top 5 de la course l'année dernière. Donc c'est triste à dire, mais Thomas Pidcock, alors on l'a vu battre un Wout van Aert, je confonds toujours, c'était pas l'Amstel, il y avait l'Amstel où ils sont à travers les Flandres, non, ils sont séparés d'un centimètre là. Oui, mais c'est Van Aert qui gagne. Il y a 2 courses, je crois, où ils arrivent, et je crois qu'il en gagne une des 2 au sprint, je confonds, mais c'était il y a 2-3 ans. Mais sinon derrière c'est compliqué pour Pidcock, parce qu'on veut le mettre dans cette catégorie là, mais il ne fait pas partie. Tu sais, c'est comme comme Loris Giuliano, tu vois. Mets-toi sur le côté, tu n'es pas avec nous. Et Pidcock, avec les 5-6 fantastiques qu'on a cités, il ne fait pas partie de ces gens-là. Ouais. Peut-être qu'il rentrera dans cette catégorie un jour et que ça fera un 7e, mais pour l'instant, il lui manque un. Il a été capable après de faire des grands exploits, notamment. Bien sûr. Il a déjà une carrière sur course, sur route qui est déjà exceptionnelle. Meilleure que la mienne. La suite de la saison de Tadej Pogacar va être évidemment scrutée avec attention. On va regarder son programme qu'il va avoir, Tadej Pogacar, ses grandes sorties de 2024. Il sera bien évidemment sur le Tour de France, mais il a ajouté le Tour d'Italie qu'il va souhaiter découvrir, et Liège-Bastogne-Liège, et donc Milan-San Remo. Alors Milan-San Remo, ça va être intéressant parce que on rappelle son palmarès sur les monuments qui commence qui continue à être de plus en plus intéressant. Tadej Pogacar qui a gagné Liège-Bastogne-Liège une fois, qui a gagné le Tour des Flandres une fois et qui a gagné 3 fois le Tour de Lombardie. Donc aujourd'hui, vu sa forme, on peut se dire qu'il est un favori à Milan-San Remo. On s'est posé la question, comme vous le savez, juste après les courses, on est aussi en débrief sur Winamax dans l'échappée. On était avec Robin et on était aussi avec Jérémy Sarakian, et j'ai posé la question à Jérémy Sarakian, savoir si lui il pense que Tadej Pogacar est le favori de Milan-San Remo. On l'écoute. Pour moi, c'est pas le favori pour une raison très simple. C'est que sur le Poggio, ce sera quand même très difficile de décrocher des coureurs comme Van Der Poel, comme Van Aert, et si ça arrive au sprint, même si Pogacar a une belle pointe de vitesse, il sera quand même très souvent battu
battu. Maintenant, il doit arriver tout seul par rapport à Van Aert et Van Der Poel. Et rien ne l'empêche, comme ça n'a pas été fait ces dernières années, de tenter d'allumer la mèche dès la Cipressa. Je crois que c'est Nicolas Fritsch qui l'a évoqué hier sur Twitter. Il va falloir peut-être essayer de se renouveler, prendre aussi conscience qu'en attaquant dans le Poggio, il n'arrivera pas à lâcher des garçons de ce calibre-là. Donc il faut se réinventer, donc il faut tenter d'autres choses. Et Tadej Pogačar, est-ce que c'est impossible ? Donc non, pour Jérémy, Tadej Pogačar n'est pas un favori, n'est pas le grand favori à Milan-San Remo. Alors les cotes continuent d'évoluer, hein, mais Mathieu Van Der Poel est à 4, Tadej Pogačar est à 6, Mats Pedersen est à 12. Ne pariez pas sur Wout van Aert parce que Wout van Aert ne sera pas là. Donc du coup là, il est montré à 7, mais n'y allez surtout pas. Je rappelle juste que si vous voulez parier sur Winamax, vous pouvez utiliser le code promo FT10. C'est un code promo offert par la First Team en collab avec Winamax. Donc c'est tous les nouveaux parieurs sur Winamax, et avec ce code à l'inscription, la personne a droit à son premier pari remboursé à hauteur du montant de son premier dépôt. Donc c'est jusqu'à 100 € et avec en plus 10 € offerts en plus. Donc je reviens à mes moutons. Jérémy pense qu'il n'est pas le favori à Milan-San Remo. Paul, est-ce que tu penses la même chose ? Non, je suis pas d'accord avec Jérémy, que je salue et qui me manque. J'ai hâte de le revoir chez Wina, surtout que ça veut dire que l'un de vous n'est pas là et c'est toujours une bonne nouvelle. Mais non, moi je pense que c'est le favori et l'épouvantail de Milan-San Remo. Et c'est un peu le problème d'ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'il l'a toujours pas gagné, et on le sait. Milan-San Remo, c'est quand même pour moi la classique quand tu vises les 5. On peut en parler avec Philippe Gilbert. Je pense qu'il aura quelque chose à dire là-dessus. C'est quand même la classique, le monument le plus difficile pour moi à gagner de par son côté un peu de pièce en l'air. Il peut se passer tellement de choses. Tu peux arriver dans un petit groupe de 2, tu peux arriver tout seul. Bon, ça, c'est quoi ? C'était Nibali la dernière fois, je pense. Van Der Poel arrive tout seul l'année dernière. Van Der Poel arrive tout seul. Voilà, j'ai complètement oublié la victoire de Van Der Poel. Mathieu, qui est encore Maurice aussi arrive tout seul l'année d'avant. Non, mais Maurice, c'est la descente, je la compte pas pareil, parce que pour moi, je le compare à l'effort dans le Poggio. Tu le comptes comme tu veux, mais il arrive tout seul. T'as tout à fait raison. Je dis. Mais alors, du coup, comment battre Van Der Poel ? Est-ce que, tu vois, Jérémy disait, peut-être falloir faire preuve d'ingéniosité, de peut-être. Il émettait l'idée, sans vraiment le dire, d'attaquer dans la Cipressa, ou est-ce qu'il doit attendre le Poggio ? Moi, je pense qu'attaquer dans la Cipressa, c'est un fantasme qui, pour moi, n'est pas réalisable de par l'endroit où il est placé, de par la difficulté qu'elle procure. Je pense que même quand tu as envie de gagner Milan-San Remo, tu ne te poses plus trop la question. On se l'est posé avec plein de coureurs, hein. On se l'est posé avec Alaphilippe avant qu'il la gagne, on se l'est posé avec Wout van Aert, on se l'est posé avec Van Der Poel. Le fait est que ces coureurs-là, ils l'ont gagné en attaquant et en jouant leur va-tout dans le Poggio. Et après, je pense que la Cipressa, comme je vous l'ai dit, c'est un fantasme. Moi, je pense qu'il faut être le plus fort, comme Van Der Poel l'a été l'année dernière, pour Pogačar, parce qu'on l'a vu, et ça avait plusieurs fois, que ce soit sur la victoire de Mohoric, que ce soit même l'année d'avant, si je dis pas de bêtises, Stuyven était parti aussi dans la descente en surprenant. Exactement. Il a la pancarte, et s'il fait pas la différence tout seul, s'il se chatte pas avec un mec qui sera avec lui et qui pense pouvoir le battre au sprint, il aura toujours la pancarte, ce sera toujours très compliqué pour Pogačar. C'est pour ça que pour moi c'est la plus dure à gagner Milan-San Remo pour lui, parce que ça dépend pas que de lui et de sa force, quoique s'il arrive à se dégager tout seul dans le Poggio, il va la gagner cette course. Mais par contre, le seul moyen de le faire, c'est de faire comme Mathieu Van Der Poel, et c'est de s'isoler, de passer tout seul à la cabine téléphonique, où il n'y aura plus d'ailleurs de cabine téléphonique. Je crois qu'il l'a. C'est ça, c'est incroyable. Ouais. Moi, je suis totalement d'accord avec Polo sur toute la ligne. La Cipressa, j'y crois pas. Et pour moi, Pogačar est quand même le favori. Il est capable totalement de s'isoler dans le Poggio. Je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Déjà l'année dernière, il est pas loin, honnêtement. Il met une attaque de monstre, et finalement Van Der Poel joue super bien le coup tactiquement, et ensuite en remet une quand il faut. Mais Van Der Poel, on le présentait comme très rapide et il peut attendre le sprint. Il l'a pas fait. Et pour moi, Tadej Pogačar peut exactement suivre le même schéma. Alors oui, il faut être le plus fort, mais il n'y a pas besoin d'être le plus fort de beaucoup, parce qu'on connaît l'histoire. Quand tu passes en haut du Poggio avec 5 secondes d'avance, si derrière il y a un petit groupe de 4-5, déjà t'as pris une bonne option sur la victoire, parce que ils vont un peu se regarder. En plus, Tadej Pogačar, c'est pas un peintre en descente, hein. Alors c'est le cas de personne, parce que Van Der Poel est aussi un excellent descendeur, Van Aert aussi, même s'il est pas là cette année, et tous ceux qui ont gagné les années précédentes, Alaphilippe, Mohoric, sont aussi des descendeurs hors pair. Mais je veux dire que Pogačar, sur ce thème-là, il a pas à rougir par rapport aux autres, et s'il a 5 secondes
secondes d'avance au sommet du Poggio, je pense pas qu'il les perde dans la descente. Donc pour moi, c'est totalement faisable. Et je pense qu'il y a quand même un monument qui est plus dur à gagner que Milan-San Remo pour Pogacar, c'est Paris-Roubaix. Si jamais dans le futur il veut aller vers les 5 monuments, bon, Roubaix, il va y avoir d'autres questions qui vont se poser. Aujourd'hui, je pense que Roubaix n'est pas dans les cordes de Pogacar, alors que Milan-San Remo, c'est complètement dans ses cordes dès aujourd'hui. Moi, bon, alors ce sera l'occasion d'avoir un débat plus tard parce que elle va se poser cette question pour Pogacar et les 5 monuments. Quand il aura gagné San Remo, 2-3 jours après, on fera le débat. Forcément. Ça, on se le fera. Ce sera sa course de reprise d'ailleurs avant Vanderpool, Milan-San Remo. À l'image, encore une fois, de la trajectoire de Philippe Gilbert avec les monuments, je pense quand même que le plus dur pour Pogacar sera de gagner Milan-San Remo. Et je pense qu'après, délesté de ça, je pense qu'avec une prépa adaptée, en fonction de ce qu'il a déjà montré sur les pavés, notamment il y a 2 ans sur le Tour de France. Tour des Flandres. Sur le Tour de France. Ah d'accord. Il a gagné le Tour des Flandres. Évidemment, il a gagné le Tour des Flandres, mais sur le Tour de France, quand il fait son numéro sur les pavés avec Vingegaard qui est un peu à la dérive derrière, pour le coup, là, c'est là que je me suis quand même dit que Paris-Roubaix, ça peut quand même rentrer dans ses cordes. Mais bon, ce sera un autre débat. Moi, comme vous le disiez, Van Der Poel, il a rappelé aux gens qu'on peut s'isoler dans le Poggio aussi l'année dernière. C'était, pour le coup, c'est quand même une bonne indication quand on est Pogacar et qu'on va gagner cette course, parce que je pense qu'il l'a compris ces dernières années, le Slovène, il aura du mal à manœuvrer un petit groupe. Et puis, qui va suivre? Qui peut suivre Pogacar aujourd'hui dans le Poggio? Van Der Poel. Honnêtement, je vois pas d'autres coureurs que Van Der Poel. Cette année, on n'aura pas Van Aert. Alors, il y a Ghana qui, l'année dernière, avait été exceptionnel dans le Poggio. Cette année, il y sera encore. Est-ce qu'il va être au même niveau? Franchement, c'est pas gagné quand même. Ce début d'année quand même. Voilà, donc pour moi, le seul qui peut tenir la roue de Tadej Pogacar dans le Poggio, c'est Van Der Poel. Ce sera sa course de reprise, tu l'as dit. Bon, je pense qu'il sera en forme, Van Der Poel, mais ça lui fait, entre guillemets, seulement un coureur à battre, un coureur à lâcher. Je pense quand même que c'est faisable. Ouais, je suis d'accord. Il y en aura d'autres qui seront. Mats Pedersen aussi, il faudra suivre ce qu'il peut donner. Mais moi, le problème de ces coureurs-là, et on peut rajouter Arnaud Delis aussi dans ces cas-là, tout le monde parle d'Arnaud Delis maintenant. Christophe Laporte, il fait exactement partie de ces coureurs-là. Et moi, je pense que si Pogacar et Mathieu Van Der Poel mettent en route, avec le niveau qu'ils ont en ce moment, ils vont pas exister. On l'a vu, dans un deuxième échelon, ils vont sprinter pour une place d'honneur. Moi, c'est la réflexion que je me fais ces dernières années quand même sur Milan-San Remo, c'est que ça devient quand même compliqué, même pour les sprinteurs costauds, vu l'adversité qu'ils ont de ces coureurs-là. Ça a commencé avec Julien Alaphilippe. T'as toujours un mec qui surprend un peu. L'année dernière, c'est Ghana. Je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, c'est Ewan qui fait une montée du Poggio exceptionnelle. Donc, t'es pas à l'abri qu'il y en ait un dans le lot qui fasse une montée exceptionnelle. Mais c'est vrai que sur le papier, si Pogacar et Van Der Poel attaquent, c'est dur pour les autres. Le problème, c'est ça, c'est qu'Ewan fait une montée exceptionnelle. Ewan ne gagne pas. Derrière, si tu passes avec les meilleurs, que tu es Arnaud Delis ou Mats Pedersen, t'as la pancarte. Hein. Et t'auras un mec, excuse-moi, je suis un peu long Joseph, t'auras un mec, je pense par exemple à Marc Hirschi qui est en forme, qui s'il passe avec eux, il va mettre une attaque à 2 km de l'arrivée, au pied de la descente, et il va aller au bout. Tu vois, comme Stuyven. Comme ce qu'a fait Stuyven il y a 2 ans, 3 ans maintenant. Et c'est pour ça que pour moi, pour les sprinters, ça devient une équation très, 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 très compliquée. On va en parler d'un autre coureur qui, lui, par contre, n'est plus un extraterrestre quand on le cite. On va parler de Julien Alaphilippe. Mais c'est lui qui a lancé ça. C'est lui qui a lancé ce côté des sprinteurs qui gagnent plus. Parce qu'avec des coureurs comme lui, qui sont rapides au sprint et qui passent très bien les bosses, ça devient compliqué pour les sprinteurs de Milan-San Remo. Et c'est à cause de lui que ça a commencé. Mais bon, il n'est pas un favori à Milan-San Remo, malgré le fait qu'il sera présent sur cette course. Mais on va en parler tout de suite de Julien Alaphilippe et savoir un peu où il en est dans sa carrière. Julien Alaphilippe, donc voilà le gros morceau aussi de cette émission parce que en fait on sait plus vraiment où il en est. Julien Alaphilippe, les gars, on sait où il en est. Il est nulle part. On sait où il en est. Mais ça c'est dur déjà comme constat. Excuse-moi de couper. Non, mais c'est dur déjà. Il a écrit des trucs et tout, tu coupes là. Ouais, mais c'est pour ça qu'il est énervé. T'as vu le changement de ton qu'il a eu. J'ai rien écrit. Sois pas susceptible, Joseph, ça va bien se passer. Parle dans ton micro. Ouais, je me casse. Parle dans ton micro, ça commence à m'énerver. Non mais Paul, c'est fou de dire ça. Et est-ce que tu en es certain qu'il n'est nulle part? Moi, je vais être dur. Excuse-moi, j'ai cuté ton lancement. Non, mais il n'y avait pas de lancement. Vous allez arrêter, ouais. mais ouais, moi, je suis triste parce que ça me fait énormément de peine ce que je vais dire. Mais à l'heure actuelle, il est fini. De ce que je vois, des résultats sportifs, de ce que je vois et de ce que j'entends sur les à côté, et ça va même plus loin que ce qu'on peut dire de Patrick Lefebvre en conférence de presse. D'ailleurs, on va regarder ce qu'il a dit. Allons-y regarder ce qu'il a dit quand même, Patrick Lefebvre, parce qu'il nous a quand même étonné. Étonné, oui et non, mais là, il est allé loin quand même.
Alors je l'ai dit parce que je l'ai en face. Avec l'âge, vous devez prendre plus soin de vous, vous entraîner plus dur. Je pense que chez lui, il y a trop de fêtes, trop d'alcool. Il est sérieusement sous le charme de Marion, peut-être trop. Voilà, on a pris en gros les passages catastrophiques de cette déclaration, qui restent catastrophiques, hein, entendons-nous clairement. Elles sont condamnables, catastrophiques. Elles sont lamentables. C'est minable. Sur la forme, par contre, le fond m'interroge. Parce que si on corrèle ça avec les résultats sportifs et la manière dont Alaphilippe se comporte en course depuis maintenant 2 ans et demi, il y a un vrai problème. Il faut aller plus loin que cette déclat et réfléchir à comment ça se passe. Il y a beaucoup de chutes. Il y a une absence de résultats. Il y a une perte d'influence dans son équipe, avec notamment Remco Evenepoel sur toutes les classiques ardennaises et sur les grands tours, où c'est quand même les terrains où Julien Alaphilippe a l'habitude de briller. Et puis voilà, c'est lié tous ces facteurs-là. J'avais un troisième facteur, mais il m'est sorti de la tête. Mais lié ces facteurs-là, ça commence un peu boule de neige à faire beaucoup. Là, il lance sa saison avec des objectifs intéressants qui sont toujours les mêmes que d'habitude. Petite différence, il y a le Giro. Non, mais je parle vraiment de ce début de saison, avec des objectifs de performer sur les premières classiques, un objectif d'Estrade Bianche qui est une course qui à une époque lui convenait à la perfection qu'il a déjà remportée. Où il est tombé. Il est tombé sur les Newsblad, sur Kurn il n'existe pas, à part dans les 100 premiers kilomètres de course. Il y a un vrai problème, et je sais pas comment tu peux inverser la machine avec le confort dans lequel il est installé maintenant, même si Patrick Lefebvre essaye de le titiller là-dessus, de le bouger. Là où Patrick Lefebvre a raison, c'est qu'il paye un coureur plus de 2 millions d'euros la saison, qui ne lui rapporte rien du tout. Depuis qu'il a eu cette augmentation de contrat, enfin cette re-signature de contrat, c'est une victoire sur le Tour de France et un championnat du monde sur les courses qui comptent. Et le championnat du monde, je peux dire que Patrick Lefebvre, il n'en a rien à branler. Ouais, donc, ça c'est trop facile. T'as un mec dans ton équipe qui a le maillot arc-en-ciel toute l'année quand même. Ouais, mais ça rapporte quoi factuellement à Patrick de l'image, Lefebvre ? de la réputation. De l'image et de la réputation, pas d'argent. Alors que ça lui en coûte. Oui, mais s'il gagne une victoire sur le Tour, ça lui rapporte pas d'argent. Je suis pas sûr que ça lui rapporte pas d'argent quand tu parles à tes sponsors. La victoire sur le Tour. Parce qu'en réalité, Paul, il a raison en disant que t'as pas l'impression qu'il est heureux. Moi, je peux l'entendre. Après, je te laisse répondre, Robin. Moi, je peux l'entendre, mais en tout cas, c'est un argument qu'avance Patrick Lefebvre. Que le championnat du monde, ça lui rapporte rien pour la Soudal. Oui, pour moi, c'est un argument qui marche pas. Mais je comprends qu'il donne un gros contrat à Julien Alaphilippe et qu'il soit déçu du rendement d'Alaphilippe derrière. Bon, c'est quand même pas le premier à donner un gros contrat à un coureur qui derrière performe pas. J'ai pas entendu Bernardo cracher sur Peter Sagan pendant toute l'année. Non, mais tu t'attendais à ce il le met sur le débat public. Tu t'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de fêtes, beaucoup d'alcool du côté d'Alaphilippe, ou tu pensais qu'il était encore hyper sérieux? Parce que quand on voit que les mecs, au moindre reportage de Stade 2 ou de n'importe quel de la RTBF, ils sont là en train de peser le moindre grain de riz, et quand on voit Lefebvre qui parle d'alcool, de fêtes et tout, tu t'attendais à ça ou pas? Moi, je prends avec de grosses pincettes ce que dit Patrick Lefebvre. Julien Alaphilippe, c'est jamais un mec qu'on a vu avec de l'embonpoint en course. On n'a jamais vu Alaphilippe arriver au mois de février et se dire là, il a des kilos en trop. Et on parle pas de Carlos Betancourt, qui était un mec où pour le coup on pouvait se dire il doit pas faire totalement le boulot l'hiver hors course, parce que quand il arrive au début de saison, tu te dis bon, là il y a déjà un mois de boulot avant que tu sois à ton poids de forme. Avec Julien Alaphilippe, on s'est jamais dit ça. Il y a quand même un nombre de chutes incalculable et des grosses chutes. Quand je repense au Strade Bianche 2022 ou à Liège-Bastogne-Liège quelques semaines après, c'est des très très grosses chutes qui forcément ont un impact sur ta saison. Alors j'en ai noté, il y a la chute terrible, le soleil sur les Strade Bianche 2022, la chute sur Liège, le pneumothorax plus fracture de l'omoplate en 2022 aussi, la chute sur le Het Nieuwsblad, la chute sur les Strade Bianche. Il y en a que Lefebvre, on sent bien qu'il dit que c'est pas que de la malchance, c'est aussi un peu d'inattention, et que mentalement, selon lui, Alaphilippe n'y serait plus du tout. De toute façon, quand tu chutes, c'est pas que de la malchance, ça on le sait. Il y a des mecs qui sont abonnés aux chutes. Il y a l'agilité sur ton vélo. On sait que par exemple un mec comme Primož Roglič, il est sûrement pas très chanceux, mais il est aussi pas le plus agile sur son vélo et il chute souvent. Alaphilippe, on peut pas lui reprocher de pas être agile sur le vélo, donc ça se joue plus sur la confiance évidemment. Et moi, je me rappelle avoir fait des sujets où j'avais interrogé des mecs qui tombaient souvent, et ils te disaient quand tu commences à tomber, tu commences à penser à des trucs en course, tu t'es plus positionné, tu prends pas le risque qu'il faut pour être positionné au bon endroit.
ça et le fait de pas avoir pris ce risque pour être bien placé, en fait, tu te retrouves dans l'endroit où ça chute. Et Julien Lafilippe, il y a eu quand même aussi le fait d'avoir été papa, et il y a beaucoup de coureurs qui t'expliquent que quand ils deviennent pères, alors c'est pas à généraliser pour tous les coureurs, mais un certain nombre d'entre eux, une fois qu'ils sont pères, ils sont peut-être un peu moins enclins à prendre des risques dans le peloton pour frotter, pour se replacer. Sauf que malheureusement, c'est en voulant éviter les risques que tu tombes de plus en plus. Après, j'excuse pas Julien Lafilippe sur les mauvais résultats. Il y a sûrement des choses qu'il a pas bien fait, et j'ai pas tous les détails des coulisses. Par contre, ce que je trouve malhonnête de la part de Lefebvre, c'est que personne lui a mis le couteau sous la gorge au moment de signer le contrat de Julien Lafilippe. Et tout le monde l'aurait fait à l'époque où il signe le contrat. Et honnêtement, des mecs qui touchent des contrats faramineux et qui font pas de résultats, il y a eu Peter Sagan, on regardait tout à l'heure avec toi les plus gros salaires du peloton. L'année dernière, il touche plus de 5 millions par an. Chris Froome, il touche plus de 5 millions par an. Est-ce qu'il fait des résultats? Rappelons sans doute que Julien Lafilippe aurait pu toucher sûrement beaucoup plus en allant autre part, mais Exactement. il a gardé la confiance. Et j'entends pas, on n'a pas entendu Bernardo gueuler pendant tout 2023 sur Peter Sagan. On n'entend pas non plus le manager ou le patron d'Israël Premier Tech. Non, mais est-ce que ça révèle pas le fait que Lefebvre, aujourd'hui, Paul, il a perdu cette confiance et qu'en fait, il ne croit plus en les capacités de Julien Lafilippe? On va rappeler ses sorties en 2024. On a un peu évoqué le passé, évoquons maintenant le futur pour Julien Lafilippe. Il est en ce moment sur le Tirreno Adriatico. Il sera présent sur Milan-San Remo, sur le Tour des Flandres, sur le Giro. Aujourd'hui, il est leader sur ces courses-là dans son équipe. Il sera présent notamment avec Asgreen sur certaines courses. Avec Lampard. Quel est son statut dans l'équipe? Est-ce que les mecs continuent à bosser pour lui, ou il est un homme parmi les autres dans cet effectif? Je sais pas, j'ai l'impression qu'on se raccroche à des branches du côté Alaphilippe et Soudal Quick-Step. C'est que, évidemment, Alaphilippe, quand il dominait les Ardennaises, a commencé à zioter sur les Flandriennes, et notamment en 2020, il est quand même pas trop loin de les gagner, en tout cas pas trop loin de jouer la victoire sur le Tour des Flandres. Mais le fait est que le Julien Alaphilippe de cette époque-là, qui était tellement fort qu'il pouvait aussi exister sur les Flandriennes, n'est plus celui-là. Aujourd'hui, il est coincé dans cette équipe Soudal Quick-Step, avec une équipe qui change d'identité, qui se oriente de plus en plus sur les grands tours, autour notamment de Remco Evenepoel. Mais le problème d'un coureur de grand tour aujourd'hui, c'est qu'il est aussi capable de performer sur le terrain de Julien Alaphilippe, qui sont les Ardennaises. Donc ça fait 2 ans qu'Alaphilippe, il fait de la figuration pour aider Remco Evenepoel sur Liège-Bastogne-Liège, alors que c'est une course qu'il aurait dû et qui rêve encore de gagner. Donc il y a ce problème-là interne à l'équipe où il n'est plus considéré comme le leader sur ces courses-là. Mais il était quand même le numéro 2. Mais s'il y a une raison, aujourd'hui, le fait, là, c'est là où je vais aller, c'est que s'il n'est plus leader, c'est qu'il y a une raison. C'est que maintenant, quand il est leader, il ne peut plus gagner ce genre de course. Et c'est là le vrai problème que je pense à Patrick Lefebvre, c'est que je pense que Julien Alaphilippe peut-être est frustré aussi de ce rôle-là, mais Julien Alaphilippe ne peut pas aspirer à être un leader sur une Ardennaise où se présente Remco Evenepoel. Et on pourrait même réfléchir dans le roster Soudal Quick-Step pour se demander s'il n'y a pas des coureurs meilleurs que lui. Moi, je pense à Ilan Van Wilder sur ce genre de parcours notamment. On peut penser à d'autres. On a Mikel Landa maintenant. Enfin, tu vois, je fais du name dropping. Je dis pas qu'ils seraient meilleurs qu'à la Philippe sur non, mais c'est des mecs qui aujourd'hui dans l'effectif peuvent se dire attention, il a pas totalement prouvé et gagné la possibilité que moi je sois pas leader, que lui le soit. Mais du coup, on l'envoie sur des Flandriennes ou sur des trucs, sur des objectifs qui, lui, à mon avis, qui veut se tester, essayer de retrouver un peu de confiance, mais sur les Flandriennes, il n'existera pas non plus. On le sait. Et le groupe flandrien de la Quick-Step, c'est quand même a pris quand même un bon coup dans l'aile ces dernières années. Un Asgreen qui n'existe plus. Qui est dans la même situation qu'Alaphilippe. Et surtout, une équipe qui n'est plus trop intéressé par ça, donc c'est un vrai problème. Et Alaphilippe se retrouve sur ces courses-là un peu oublié de la Soudal Quick-Step. Donc il y a pour moi un vrai problème d'identité pour lui à se trouver, parce qu'au-delà des résultats sportifs et de la condition, il y a surtout un calendrier qui pour moi pose des questions. C'est pour ça aussi qu'il change cette année. Après, je pose une question, vas-y. Pour moi, il a encore un statut particulier chez Soudal Quick-Step, Julien Alaphilippe. Alors, est-ce qu'on lui octroie ce statut parce qu'il coûte cher et qu'on a encore envie d'en tirer le maximum tant qu'il est là? Je sais pas. Aussi peut-être parce qu'on manque d'options en interne, je pense. Il serait chez Jumbo-Visma ou chez Visma Lease a Bike, pardon. Sans doute qu'on l'aurait déjà un peu plus mis de côté dans un rôle de coéquipier parce qu'on a du matériel à disposition. Chez Soudal Quick-Step, il n'y a pas 1000 leaders. Aujourd'hui, on a Remco qui est évidemment le leader numéro 1 de l'équipe.
Derrière, pour moi, on a 3 coureurs qui sont à peu près équivalents, qui ont un statut à peu près équivalent. C'est Tim Merlier, Casper Asgreen et Julien Lafilippe. Tim Merlier, rappelons-nous l'année dernière, il n'avait pas la confiance de son équipe, hein, alors qu'il avait été sorti de l'équipe Alpecin Phoenix pour venir faire les sprints chez Soudal Quick-Step, et il fait pas un grand tour et il fait pas beaucoup de grandes classiques. Casper Asgreen, il est dans une situation un peu difficile, comme on a dit, qui ressemble à celle d'Alaphilippe. Donc pour moi, oui, Alaphilippe, il a cette chance entre guillemets d'être encore leader sur pas mal de courses. Plus les Ardennaises, plus le Tour de France, parce que c'est devenu le terrain de Remco Evenepoel. Est-ce que c'est une chance? C'est ça la question que je me pose, c'est que est-ce que c'est pas la voie de garage, le pôle flandrien de cette Soudal Quick-Step qui parle encore aux gens de par l'histoire et de par les grands résultats parce qu'il aime ça, il aime ces courses-là, il est content d'y aller. Il les aime, il est content. Mais et il va aller sur le Giro. Est-ce qu'il les aime autant qu'il les aimait il y a 3-4 ans quand il pouvait jouer la victoire? Est-ce que là, il se pose sur la question? Je vous la pose aussi sur YouTube. Si vous nous regardez sur YouTube, j'aimerais bien que vous répondiez à cette question. Question pronostic. Sur Julien Alaphilippe, quel sera, selon vous, le meilleur résultat de Julien Alaphilippe, selon vous, cette année dans son calendrier? On va rappeler son calendrier. Donc, Tirreno Adriatico en ce moment, Milan-San Remo où il sera avec Asgreen et Moscon, Tour des Flandres où il sera avec Asgreen et Lampart, le Giro, et il y aura aussi potentiellement, parce que c'est pas certain, et ça c'est une autre question à laquelle je vous demande ou si d'ailleurs vous pensez qu'il va y faire un bon résultat, c'est les Jeux Olympiques. La France a le droit à 4 coureurs. A obtenu ce droit d'avoir 4 coureurs grâce à des Cofidis en toute fin de saison où ils ont chopé des points parce qu'il n'y a que 5 nations qui auront le droit à 4 coureurs. C'est la Belgique, la Slovénie, le Danemark et la Grande-Bretagne, sachant qu'il y a Laporte, Madouas, Cosnefroy, Martinez aussi, on ne sait pas, hein, qui peuvent être appelés. C'est dur, c'est dur pour Martinez. Mais en tout cas, je ne sais pas si c'est une assurance, mais quel sera, selon vous, le meilleur résultat cette saison de Julien Alaphilippe? Une étape du Giro, je pense. Ouais, moi j'allais dire une étape du Tirreno, voire du Giro. Le Tirreno parce que je pense que l'adversité sera moins importante. Giro parce qu'il y a plus d'étapes. Voilà, je pense que à l'image de ce qu'il fait sur les grands tours ces dernières années, il va tenter, il va beaucoup tenter. Il aura les coups des franches. L'autorisation de son équipe d'être électron libre. Voilà, s'il arrive à chercher une belle étape par-ci par-là, ce sera, je pense, déjà une belle satisfaction pour lui. Pour son équipe, je sais pas, je pense pas vu ce qu'on lui demande, mais en tout cas pour lui, ce sera. Après, quand tu l'envoies sur le Giro, c'est pour les étapes, il l'envoie pas pour le général. Bien sûr. Donc s'il ramène une étape du Giro, pour moi le contrat il sera rempli. Si tu finis l'année avec une seule victoire, c'est une étape sur le Giro. Oui, vu comme ils ont l'air de plus croire en lui, s'il ramène une étape du Giro, ils seront déjà contents. Bah oui, mais bon, enfin voilà, tout dépend de quel prisme on se place. Moi, je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Moi, je pense que si Julien il sort de cette année avec une belle étape du Giro, je pense qu'on pourra dire que sa saison est sauvée. Par contre, si on se place du prisme Quick-Step, qui le met quand même pas leader, mais en tout cas, on lui laissera toute liberté sur les courses par étapes, et en plus, on le met quand même leader sur d'autres courses. Je pense qu'on en attendra peut-être un peu plus. Après, la saison n'est pas finie. Il sera présent aux Jeux Olympiques? S'ils étaient demain, dans les 4, je prends Laporte obligatoire. Madouas obligatoire. Madouas pas. Si c'est demain, non. Son début de saison pour l'instant. Grégoire, je pense. Et ensuite, je dirais que naturellement, les 2 places restantes, elles peuvent aller pour Madouas et Alaphilippe. Est-ce qu'il y a un mec qui va Après, venir... Madouas, il est dans cette forme-là sur l'Estrade Bianche aussi, parce qu'il vise peut-être un pic de forme. Il y a encore des coureurs qui ont besoin de pic de forme. Oui. Non, mais je dirais, naturellement, je prendrais ces 4-là. Ouais. Moi, je pense qu'il faut. Cosnefroy, il a l'ambition, en tout cas, au moins. Il a jamais déçu en équipe de France. Oui, et puis il a l'ambition de bousculer cette hiérarchie et de se faire une place dans les 4. Il y en a peut-être d'autres, je sais pas, les grimpeurs, Gaudu, Martinez, c'est pas totalement leur parcours, mais. Pour moi, c'est pas trop leur parcours. Il faut un puncher. Donc peut-être qu'en fait, il y a peut-être qu'un Victor l'a fait. Il a l'ambition aussi d'aller au JO. Est-ce qu'il va réussir à se faire sa place d'ici cet été? Pour moi, il y a ces 4-là qui sont un peu les naturels. Avec Cosnefroy. Son avantage à Alaphilippe, c'est peut-être sa relation aussi avec Thomas Voeckler. C'est ça, il y a ça. Il y a le côté. Thomas Voeckler en avait parlé, il n'a pas de problème, Julien Alaphilippe, à se mettre au service des autres, même s'il a été à une époque le numéro 1 de l'équipe de France. Ça lui pose pas de problème de venir dans un rôle différent aujourd'hui, parce qu'évidemment, il n'a pas le même statut que quand il est double champion du monde. Comme on l'a vu il y a 2 ans, par exemple. Voilà. Donc moi, je pense honnêtement, je pense qu'il y sera. Surtout s'il gagne une étape du Giro, par exemple, ce qu'on disait avec Paul.
je vois pas de raison de l'en écarter. Par contre, s'il fait un Giro catastrophique et que dans le même temps, tu as un Cosnefroy qui fait un printemps très satisfaisant, bah forcément, ça va être difficile de dire à Cosnefroy non, qui lui aussi, en plus, est un habitué de l'équipe de France. C'est pas un mec qui sort de nulle part. Pour moi, ça se joue un peu sur ces 5-là. Il n'y a que 4 places. J'ai envie de dire, si Alaphilippe fait le boulot, il y sera. Et il faudrait qu'il se plante pour que sa place soit remise en question et que sans doute Cosnefroy le remplace, à moins que Cosnefroy prenne la place de Madouas ou de Grégoire, mais ça va dépendre aussi des résultats du printemps. Je vais faire beaucoup plus vite que Robin. Désolé. Moi, je pense qu'il doit y être, de par sa double casquette, de quelqu'un qui peut être un électron libre, qui peut faire peur, parce que Jeux Olympiques en France, Julien Alaphilippe, course d'un jour, maillot de l'équipe de France. On peut dire ce qu'on veut, ça trottera dans la tête des adversaires. Et à Louvain, on pensait pas qu'il serait champion du monde. Et surtout, ce côté capitaine de route d'un mec d'expérience qui, en plus, est capable de servir sportivement à des mecs comme Laporte, qui pour moi sera le grand et qui devrait, les yeux fermés, être le leader de l'équipe de France. À côté, pour moi, tu mets Cosnefroy, Madouas, tu peux discuter entre Cosnefroy et Grégoire, mais on aura une belle équipe de France qui jouera pour le titre de champion olympique, et je pense que Julien Philippe devrait faire partie de cette équipe. Plus vite, mais pas beaucoup plus vite non plus que Quoi mais on peut chronométrera à la fin, mais je peux te dire que ça va beaucoup plus vite. Hein. On rappelle qu'il est en fin de contrat à la fin de saison, et juste qu'il y a des touches avec Total et avec Arkea. C'est un peu les deux équipes qui se placent. C'est jamais bon signe, ça, pour relancer une carrière de revenir en France. Mais ça, c'est un autre débat qu'on pourra avoir. Voilà. On verra comment il terminera. Mais sauf si tu vas chez Decathlon. Mais pour le moment, c'est pas vraiment annoncé. Van Rysel, c'est pas Specialized. Et pourtant, quand on voit les résultats, on peut se poser la question. Voilà pour Julien Alaphilippe. Dites-nous dans les commentaires si pour vous, Julien Alaphilippe est terminé. Alain Philippe. C'est Alain Philippe. C'est la fédé de la loose, d'ailleurs. Ouais, exactement. Pour nous dire ce que vous pensez, ce qu'il donnera, son statut aujourd'hui. Vraiment, vos avis sur Julien nous intéressent, et on espère évidemment, en tant que rouleur français, qu'il va aller mieux, tout simplement, aussi. Bien sûr, dans la tête, Julien. Moi, je finirai là-dessus. J'ai été un peu dur, je pense, avec Julien Alaphilippe. Par contre, s'il me fait mentir, s'il va chercher de beaux résultats dès cette semaine déjà sur Tirreno, qui va nous faire un beau Giro derrière, qui se monte sur le Tour des Flandres, je serai déjà ça sert à rien de m'écrire des messages sur les réseaux sociaux ou en commentaire pour me dire t'as vu, hein, je serai le premier. Je l'écrirai moi-même. Je vais ranger mes faux comptes. Je serai le premier heureux de voir Julien Alaphilippe revenir, donc ça servira à rien de me dire tu vois, t'as dit de la merde. Je serais content d'avoir dit de la merde, donc voilà. Je le dirai. On va terminer avec les bonifs, les gars. C'est parti. Allez, c'est parti pour les bonifs, en démarrant du coup par Lenny Martinez, qui a fait un top 10 sur l'Estrade Bianche, et du coup, c'est toi, Roby, qui a choisi Lenny Martinez comme bonif. Qu'est-ce que tu attends de Lenny Martinez, et est-ce que tu t'attendais à ce qu'il soit capable de faire un top 10 sur une course où il n'était même pas prévu? M'y attendre, c'est dur à dire. En tout cas, je m'attendais à ce qu'il soit acteur et à ce qu'il fasse un bon résultat. Oui, top 10, je n'avais pas vraiment réfléchi, mais ça me rappelle un peu Grégoire l'année dernière, qui avait fait 8e pour sa première participation. À partir du moment où on a changé les plans et on a dit on envoie Lenny Martinez sur l'Estrade Bianche, c'est évidemment parce que le coureur avait envie et parce que les résultats étaient là. Donc oui, je m'attendais à ce qu'il fasse un bon résultat, et c'est bien, ça confirme ce qu'il a fait déjà depuis le début de saison. Et puis ce qui est marrant, c'est que pour l'instant, il gagne que sur des courses d'un jour, alors qu'on le présente depuis toujours, et à raison, comme un coureur de classement généraux. Donc c'est marrant de voir que pour l'instant ses victoires, c'est sur une journée. C'est marrant parce que déjà il y a ça, et puis surtout là où on promettait l'enfer à Lenny Martinez, c'est-à-dire les courses longues, les courses difficiles où il n'y a pas forcément énormément d'altitude, pas forcément des longs cols, et ben c'est là qu'il répond présent surtout. On l'a vu au Trofeo Laguglia, mais on l'a surtout vu sur ces Strade Bianche, cette capacité à faire des courses de plus de 200 km et de bien les finir, parce que Lenny Martinez, il est toujours mal placé, il est toujours à contre-temps, et le voir aller chercher un top 10 sur cette course, le meilleur de son équipe Groupama FDJ, et vu l'équipe Groupama mise en place sur cette course, c'est pas anodin, c'est impressionnant pour un coureur de son gabarit et pour un coureur de son âge qui découvre cette course. Moi, je suis choqué. J'avais tweeté avant la course, je me suis dit, ça sera quand même la curiosité pour moi de ce Strade Bianche, de voir comment il réagit à ça, sachant qu'on sait qu'il est en bonne forme.
et qu'il est en confiance. Et moi, plus le temps passe, plus je le vois courir, plus je me demande où est son plafond de verre, plus je me demande à quel point son potentiel peut être exploité. Parce que moi, je l'imaginais être un excellent grimpeur, faire des coups sur le Tour de France, comme des grands grimpeurs ont su le faire, des grands grimpeurs français ont su le faire à travers les années. Après cette semaine et ce début de saison, mes attentes, elles ont complètement changé. Je vais commencer à regarder de plus en plus haut pour Lenny Martinez. Lui aussi d'ailleurs sur son salaire, parce que il commence à regarder autre part qu'à la il y a de moins en moins de limites. Il est en fin de contrat, on le rappelle. Et d'ailleurs, il y a l'information qui est sortie ce matin par Pierre Carré, le journaliste qui a évoqué du coup l'intérêt prononcé de la Bahrain Victorious qui serait en pôle pour accueillir Lenny Martinez. Et donc difficile à accepter aussi pour la Groupama qui a bien formé Lenny Martinez, mais ça va être très compliqué de le conserver. Lenny Martinez. Ouais, surtout que là, on parle d'un salaire, un contrat de 3 ans avec 2,5 millions la 3e année de salaire. Donc, c'est absolument énorme. Si on compare un petit peu, Thibaut Pinot n'a jamais touché 2,5 millions d'euros annuels dans sa carrière. Et on va dire que Pinot Bardet, au maximum, ont touché 2 et quelques millions d'euros, 2,2, 2,3 par là. En tout cas, c'est les informations qu'on avait. Et des coureurs du top français, ça oscille entre 1 et 2 millions d'euros par an depuis quelques années, que ce soit Barguil, Gaudu, Alaphilippe, un petit peu plus de 2 millions pour Alaphilippe, etc. Et on va dire quand Laporte aussi, quand on est un top français, on peut rapidement aujourd'hui prétendre à 1 million par an. Et je sais pas du tout ce que lui propose Groupama FDJ, mais en tout cas Bahreïn, il lui propose bien plus que ça. Et quand on dit un top coureur français, je sais pas si Lenny Martinez, à son âge et après seulement une saison pro, il peut déjà prétendre à ça. Mais donc s'il va à Bahreïn, il aura déjà en tout cas, la Bahreïn peut se permettre en tout cas de tenter de payer un peu le talent comme d'autres équipes sont capables de le faire. La Visma, les The Bike, en essayant de choper les talents avant qu'ils explosent, quitte à payer et quitte à gâcher l'argent. La Bahreïn doit se retrouver une tête d'affiche sur les courses par étapes, sur les grimpeurs notamment, qu'elle a de moins en moins. Il y a Pello Bilbao qui est vieillissante, Jack Egg qui est vieillissante, Damiano Caruso qui est vieillissant. Alors derrière, il y a Philippe Pickering qui est amené à être un excellent coureur, mais il est encore tout jeune aussi. Il est tout jeune, mais il est quand même plus vieux que Lenny Martinez, c'est quand même assez fou. Donc c'est logique sportivement du côté de Bahreïn. Toute la question se pose maintenant sur là il y a 2 visions qui vont s'opposer maintenant chez les fans de Lenny Martinez et chez les suiveurs français. Cette vision romantique, et je prends des guillemets parce que quand t'es d'un Thibaut Pinot qui fait confiance toujours à la même équipe, de cette groupe FDJ, de cette équipe qui a su raconter des histoires depuis des années et des années, qui a envie d'en raconter une nouvelle avec Lenny Martinez comme successeur de Thibaut Pinot, face à le rouleau compresseur des grosses équipes à gros budget que sont la Bahreïn, avec les zones grises que comportent ces équipes. On n'en reviendra pas sur ce tour il y a 2-3 ans, notamment autour de Matej et Mohoric, tous les directeurs sportifs qui ont déjà rencontré des problèmes avec le dopage. Bien sûr. Donc il y a ces zones grises là. Après, si je suis Lenny Martinez, évidemment, la question de l'argent se pose. Elle s'est beaucoup posée dans la famille. On aura le temps peut-être de le raconter ça sur nos réseaux sociaux, sur une des petites pastilles. La question se pose. Mais quitte à faire un pacte avec le diable, parce que je vais employer les termes, on est presque là-dedans. Quitte à faire un pacte avec le diable, autant aller voir le diable directement et autant aller chez les... Pour lui, il veut que Lenny Martinez... C'est qui le diable plus que la Bahreïn? Team UAE et la Visma. Mais non, mais Team UAE, pour moi, mais là, t'es bloqué un peu. Là, t'es bloqué. Et c'est pour ça que sportivement, c'est intéressant pour les la Bahreïn, aussi. C'est intéressant parce que... Mais là, on fabrique des champions. Il n'y a pas de monstre. On fabrique un Juan Ayuso épais comme ça qui bat Filippo Ganna sur le chrono. Juan Ayuso, c'est quelle année qu'il va pouvoir jouer le Tour de France en tant que leader? C'est ça m'amène à ma bonif. 2038. Parce que je voulais faire une bonif sur Juan Ayuso parce que justement Juan Ayuso pour moi cette année sera l'un des coureurs véritablement à suivre. Il sera aligné sur le Tour de France avec Tadej Pogačar et avec la possibilité, on verra de temps en temps d'avoir une ou deux cartes blanches. Bah non. Ah mais si, mais attention, mais s'ils veulent faire tomber Jonas Vingegaard, ils vont devoir utiliser Juan Ayuso en l'heure, quoi, et il peut en profiter potentiellement. Si Pogačar gagne le Giro, il y a un scénario qui existe dans lequel Juan Ayuso sera leader sur le Tour de France, même si ce ne sera pas acté.
ce ne sera pas annoncé comme tel. Il y a pour moi un scénario dans lequel... On a beaucoup Ayuso... parlé de salaire dans cette émission. Vous avez oublié que UAE, il donne 6 millions d'euros par an à Tadej Pogacar. Donc le leader sur le Tour, ce sera Tadej Pogacar. Non, mais bien sûr, mais après, il y a un leader et comment tu utilises ses équipiers. Et on verra comment sera utilisé Juan Ayuso, comment sera utilisé Joao Almeida, comment sera utilisé Simon Yates. Clairement, ce sont des... Simon Yates, on l'a vu l'année dernière. Adam Yates, on l'a vu l'année dernière. Ayuso fera podium du Tour, ça ne te va pas non plus. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il va bouleverser la hiérarchie. Non, ça c'est clair. Mais en tout cas, on verra tout ça. Polo, ta bonif, tu voulais la faire sur Benoît Cosnefroy. Ouais, un mot rapide sur Benoît Cosnefroy. Ça me fait plaisir de voir à quel point il performe en début de saison, à quel point il revient sur des courses World Tour où il arrive à refaire des top 10, où il arrive à rejouer avec les meilleurs. Sa place, elle est là à Benoît Cosnefroy. Elle n'est pas là où elle était. C'est de l'année dernière ou il y a 2 ans. Benoît Cosnefroy fait partie de ces coureurs-là. Le voir gagner sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, ça m'a fait plaisir. Je pense que ça a bien relancé la machine pour lui. C'est dans la dynamique de cette équipe Decathlon qui fait de très belles choses depuis le début de saison. On l'a vu avec Ben O'Connor, on l'a vu avec Bastien Tronchon, on l'a vu avec Valentin Paré-Peintre, je sais plus sur quelle course du début de saison, qui a été aussi énorme aux côtés de Ben O'Connor. Cette équipe vit bien, cette équipe est forte. On a encore très peu vu Félix Gall aussi. On va voir cette semaine notamment, je crois qu'il est sur Paris-Nice, s'il peut lui aussi profiter de cette belle émulation. Mais en tout cas, ce qui se passe du côté Decathlon, et je voulais le signifier avec Benoît Cosnefroy, ça me fait très plaisir. Donc, qui, on le rappelle, c'est quand même une équipe française, et on est passé à 2 doigts avec Ben O'Connor, qu'une équipe française regagne une course World Tour par étape. Mais non. C'est un bon message pour tous les gens qui roulent en Rock Rider depuis des années. C'est vrai. En between. On adore Decathlon. Bref, on fait de la pub. Mais voilà. Pas donner un petit billet à l'émission. S'ils passent par là, nous on prend. Une chambre à air même, s'ils veulent. Mais on la mettra sur le petit crochet. Il y a des clous prévus à cette Parce que Joseph a oublié de ramener les cadres. C'est pour ça qu'il y a un cadre de basket. Ça, je dois même ramener la déco, quoi. Ah bah oui, voilà. C'est ça, faire Simon. On fait du homemade. Exactement. Alors, Paris-Nice, on va suivre. Tirreno Adriatico, on va suivre. Juste prono très rapide. Juan Ayuso ou Jonas Vingegaard. Juan Ayuso est leader du Tirreno. Il a battu Ghana. Il a 22 secondes d'avance sur Vingegaard. Il a 22 secondes d'avance sur Vingegaard qui a terminé 9e. Allez, pour le panache Ayuso, parce que l'année dernière, Vingegaard sur Paris-Nice, on a vu que le mois de mars, ça n'était pas encore au top. Il s'était fait battre par Godu. Donc, pourquoi pas se faire battre par un Ayuso cette année. On a vu au mois de février que ça avait l'air d'aller pour Vingegaard. Si, moi, je mets Vingegaard. Il a fait la même chose l'année dernière. Il a fumé tout le monde au Grand Camino et il a perdu à Paris-Nice. C'est vrai. Donc, il a raison, mais Vingegaard quand même, parce que c'est Jonas Vingegaard. Allez, j'aime bien ça. Dites-nous dans le chat et faites. Mais ce qui m'emmerde, c'est qu'il a quand même 22 secondes de retard déjà. Il faudra quand même aller chercher. C'est beaucoup et c'est pas changer d'avis. Le parcours est pas si dur en fait. On a envie qu'il y ait un peu d'adversité entre Roglic ou Evenepoel sur Paris-Nice. Remco. Roglic. J'aime bien ça. Merci à tous de nous avoir suivis, les amis. Merci à Léo, merci à Aymen en régie, merci aussi à Jérémy qui est présent. Merci Polo, merci Robin, merci à tous les rouleurs. Vous pouvez nous écouter, on le rappelle, en podcast, et on se retrouve dans 2 semaines pour le débrief de Milan-San Remo. Ciao à tous. Ciao. Salut l'équipe.